Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Stevie, on se relance ? Oui. Partie 2, tu es très souriant. C'est vrai. Toujours ? Toujours. Bah trop cool, c'est très agréable. Partie 2 de ton témoignage, nous sommes tous les deux à Montélimar. Oui. Toi tu habites maintenant pas très loin, quand même à 1 heure de voiture. 1 heure de route, oui. Je fais l'aller-retour dans la journée. C'était maintenant ou jamais pour enregistrer ton témoignage et je trouvais que ton témoignage il était puissant à plein de niveaux. Et là on était en train de raconter, enfin tu étais en train de raconter grandir en tant que gitan et gay. Oui. Comment tu fais, comment ça fait. Et dans toute la première partie, tu décrivais l'atmosphère de violence généralisée, dans laquelle principalement, même s'il y a des alliés, et même s'il y a des soutiens, il y a une violence généralisée. Et je pense que ma question, c'est comment tu vis tout ça, toi, dans ton intérieur, tu vois ? Est-ce que tu identifies que, par exemple, quand tu allais te masturber tout seul dans ton intime, après tu avais de la honte ou tu pensais à ces insultes ? Est-ce que ces insultes, elles ont eu un impact direct sur ta santé mentale dont tu te souviens aujourd'hui ? Oui, un petit peu, parce que les insultes... je suis toujours jeune, mais quand tu es jeune gay et que tu commences à t'assumer, les insultes, ça fait mal parce que la carapace, elle est encore fine. Mais après, non, je n'ai pas eu de honte pour la découverte de mon corps, ni le plaisir personnel. Ça, j'ai jamais eu de honte vis-à-vis de moi, mais... C'est marrant parce que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'épisode précédent, mais toi, tu es d'accord de partager ton Instagram, donc je vais le mettre dans le descriptif de l'épisode. Et je te disais, je te demandais, est-ce que tu souhaites être contacté ? Tu m'as dit oui. Oui. Et je t'ai dit, fais attention parce que voilà, tu peux recevoir des messages magnifiques, c'est ce que j'espère. Et puis aussi, tu peux recevoir des messages nuls. Et là, tu m'as dit, tu sais, les insultes. Tu te rappelles ce que tu m'as dit là dans le train ? Tu m'as écrit quoi ? J'ai dit... les insultes, j'en ai déjà eu et j'en aurai encore. Donc, je m'en fiche. Pour toi, pour la suite de ta vie, à jamais, en fait, parce que t'es gitan et gay, tu auras encore des insultes. C'est comme ça que tu comprends le futur. Peut-être pas parce que je suis forcément gitan, mais on aura toujours des insultes. Et puis, dans la manière de faire... Oui, c'est vrai que, excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai dit une bêtise. Toi, tu parlais autant de tes racines portugaises qui te sont compliquées dans ton rapport à ta famille, ta maman étant portugaise, que ton papa et tes racines gitanes. Donc, t'as raison que je devrais dire les deux. Mais toi, t'as l'impression qu'on aura toujours des insultes. C'est toi et moi en tant que gay ? Ou c'est toi ? Ah oui, je pense en tant que gay. Toi et moi ? Oui. Ok. Surtout toi qui es maintenant médiatisé et je pense que tu dois en avoir peut-être, mais moi j'en reçois alors que je suis clairement personne. Enfin, je veux dire, je suis pas reconnu dans le milieu, mais... Alors si, dans le milieu gitan, tu disais dans l'épisode précédent que ton nom de famille est un peu célèbre. Mon nom, oui, il est... Et on exige de toi que tu rentres dans la case qu'on a pour toi et que c'est un problème de pas en être. Du coup, comment tu fais pour... Est-ce que du coup, tu as des envies sexuelles ? Oui. À cette époque-là, là, pendant que tu reçois toutes ces insultes, tu as autour de 16 ans, c'est ça ? Oui, de 16 à 20 ans. Ok. Donc, tu as des envies sexuelles en toi. Ok. Comment est-ce que tu les vis ? Est-ce que tu peux les vivre et comment tu fais ? Au début, c'était compliqué parce que
je découvrais à peine les sites de rencontres parce que de base c'était uniquement pour à l'époque, hein, c'était uniquement pour les hétéros. Et après j'ai découvert et puis il y avait aussi le problème de je vis chez mon père et je peux pas faire venir quelqu'un en disant c'est pas mon copain mais c'est et en plus il savait pas que j'étais gay donc je pouvais pas. Et du coup, j'ai découvert un site en premier qui s'appelait parce qu'il n'existe plus, c'est Coco. Et du coup, j'allais sur ces sites-là. Et Coco qui a été fermé. Qui a été fermé parce qu'il y a eu beaucoup de... Un des guet-apens homophobes. Oui. Beaucoup d'agressions homophobes, mais aussi plein de substances, de drogue, de magouilles, oui. Ouais. Où en gros, ils ne checkaient rien. Enfin, la plateforme se dédouanait de... Il n'y avait pas de modérateur. Ok, d'accord. Et donc, comme ça, tu fais des rencontres? J'ai commencé par ça, j'avais 16 ans. Et du coup, tout allait très bien. Tu les rencontrais où, du coup? Si tu peux pas, chez ton père. On est dans l'Hérault, là? On est dans l'Hérault. Sud de la France. Sud de la France. Pas loin de Sète, au bord de plage. Du coup, moi, je l'ai rencontré soit dans les forêts, ou alors dans les garrigues, plutôt, comme on est dans le sud, ou alors en voiture, en fonction de la période. Tu me permets d'être très parisien? Oui. J'ai un doute, c'est quoi une garrigue? Dans les garrigues, c'est pas loin... Je vois ton petit sourire moqueur. Non. Tu as le droit de te moquer de moi. Zéro jugement. Non, mais moque-toi. Non. Une garrigue, c'est pas loin de la plage. Il y a souvent des broussailles, des espèces de buissons qui poussent uniquement dans le sud, avec une terre un peu sèche. Et du coup, ça cache un peu. Et mais j'ai commencé directement par des hommes beaucoup plus âgés que moi. Ok. Parce que j'avais peur même s'il y avait des jeunes, par exemple 18, 20 ans, 22 ans, j'avais peur de les fréquenter. Parce que je savais que, imaginons, c'était des hétéros curieux ou des gays refoulés, j'avais peur que si on se revoyait le lendemain avec sa bande de potes, ils disent lui c'est un PD ou... Du coup, j'avais peur de ça. J'avais un recul sur ça qui était incroyable. Du coup, je passais plus sur des hommes de 37, 40 ans, un truc comme ça. Et j'ai vraiment fait que ça en plein voiture. Parce que du coup, et j'imagine pas gitan. Non. Donc tout à fait extérieur à ton monde, comme ça, tu te sentais en sécurité, c'est ça? Ouais. Et puis voilà. Et donc du coup, je leur disais plein voiture, parce que souvent on te demande est-ce que tu peux recevoir, moi je peux pas recevoir. Je disais moi je peux pas recevoir, évidemment. Par respect pour mon père et puis par respect pour moi-même, quoi. Et du coup, plein voiture, j'allais dans les forêts, dans des coins tranquilles. Aire d'autoroute aussi, ça fonctionne aussi. Mais toi, tu vas à l'aire d'autoroute en vélo? Ah non, on me récupère et après on m'amène. D'accord. Ah, monsieur a des... Ah ben oui. Petites flemmes. Ouais, j'avoue, l'été, il fait tellement chaud que tu fais pas du vélo... Ah non, puis en plus j'ai pas de vélo, donc... Pas de vélo. Non, mais c'est le mec qui a envie de moi, de base, donc... Ah bon? Bien sûr. Pourquoi c'est que dans ce sens-là? Eh bien, parce que c'est lui, de base, qui envoie un message. Après, moi, je peux faire un effort si c'est moi qui envoie le message. D'accord. Mais si le mec... puis à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune... plus mince enfin, plus jeune, quoi. Et du coup, ça plaisait beaucoup, il m'a envoyé des messages, mais il se déplace. Et moi, j'avais pas le permis, donc... Ok. Donc toi, dans ce moment-là de rencontre avec la sexualité, c'est plutôt les hommes qui viennent à toi, et oui. Il n'y a pas de drague. Tu te souviens, épisode 1, tu disais qu'une des valeurs gitanes que tu trouves chouette, c'est de se draguer, de pas consommer. C'est marrant, je fais vachement un lien avec ça. Courtiser. Donc là, t'étais pas courtisé? Et non, j'estime que je n'ai pas courtisé parce que à cette époque-là, je voulais me découvrir sexuellement et il n'y a pas de courtisage. Il y a juste et puis en plus, comme je découvrais les trucs, enfin ces sites dédiés à ça, aux relations d'un soir, souvent on reçoit une vidéo
d'un organe génital avant d'avoir un bonjour, ça va. Ouais. Donc, il n'y avait pas de... Non, moi, j'étais pas une courtisane. Ouais, c'était pas le bon espace, quoi. Est-ce que tu as l'impression que tu allais que avec des hommes qui te plaisaient? Ah oui, mais j'aimais bien les papas. Enfin, à l'époque, j'avais 16 ans, donc je les appelais les papas. Mais j'aimais bien les papas, mais je choisissais les papas, quoi. Et puis, je choisissais en fonction de comment ils me parlaient, et puis voilà. Parce que les jeunes, j'avais peur du coup de leurs agissements le lendemain parce qu'ils n'acceptent pas. Et j'ai fait l'expérience d'ailleurs avec un collègue d'enfance qui, lui, clairement m'a abordé en me disant « Viens regarder un film ». Je pensais que c'était vraiment juste pour un film. Je suis allé dans son lit, il me dit « Vas-y, on se met dans le lit, calé ». J'ai fait « Ok ». Excuse-moi, collègue d'enfance, collègue, c'est que tu travaillais avec lui? Non, collègue. C'est une expression, je crois, non, que je comprends pas. En dessous d'un ami. Ok. Oui, voilà, c'est un pote, voilà. Ok, compris. Et du coup, il m'a dit, on se met dans le lit, il met le film, et après, il me dit, mais t'es timide ou quoi? Je fais, mais comment ça, je suis timide? Je suis là pour regarder le film. Et après, du coup, on a fait ça. On a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Est-ce que du sexe? On est sur un podcast de sexualité. Non, du sexe, oui, bien sûr. Et en plus, je pensais que lui, de base, il devait être actif. Et étant donné que de base, il est hétéro, au final, il a voulu essayer autre chose. Du coup, on a fait ce qu'on avait à faire. Et après... Tu l'as pénétré? Hein? Tu l'as pénétré? Oui. Et après, le lendemain, on n'en a pas reparlé. Je voulais pas le forcer parce que je sais que pour lui, c'était une première. Mais après, il a commencé à agir bizarrement. Il n'a pas accepté, alors que je sais très bien que c'était pas la première fois qu'il me faisait des avances. Je le comprenais, mais... Ça me parle complètement. Je vois tout à fait comment ça peut modifier des relations et voire même te mettre à risque. Un gars, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé beaucoup plus jeune, au lycée, que du coup il y a un gars hétéro qui veut jouer avec moi. Ouais. Et moi de me sentir en risque parce qu'en fait après il m'en veut. Oui. Il m'en veut de ses propres agissements. Yes. Et en fait ça peut me coûter dans la cour de récré socialement et tout. Je te comprends complètement. Toi quand tu regardes 16 à 20 ans dans ces années là que tu viens de décrire avec ces plans voitures, garrigues, tu dirais que c'est plutôt positif, c'est plutôt t'as aimé ce sexe là, t'étais dans la joie ou moite-moite ou négatif? Non, c'est la seule manière pour moi que j'avais d'avoir une sexualité, donc je pouvais pas comparer par rapport à autre chose, donc pour moi ça m'allait. Après bon, les plans voiture c'est un peu galère parce que même à 16 ans je faisais cette taille-là et puis... Tu veux te décrire physiquement? Oui, bien sûr. Tu dis, même à 16 ans je faisais cette taille-là, mais comme les gens qui écoutent t'ont pas vu. Ah oui. Tu ressembles à quoi? Je sais pas, je fais... j'étais beaucoup plus mince, mais je dois faire 1m75. Je devais faire 70 kilos. Tu éloignes le micro de ta bouche à ce moment-là. Je devais être 70... je devais faire 70 kilos pour 1m75. Tu veux dire que tu as une forte corpulence? En vrai, je comprends pas le lien entre ta taille et le plan voiture. T'es pas très grand? Tu me permets? Ça dépend de la voiture. Hein. Ah, c'est vrai. Mais attends, t'es aussi grand que moi. Moi, je suis petit. Dans une Panda, quand même. Ah. Et le mec était très grand, quand même. Donc, c'était un peu compliqué. On est d'accord. Mais je suis d'accord que moi, je n'ai jamais eu un rapport intime dans une voiture. Ah oui? Jamais? Jamais. Mais moi, tu sais, j'ai grandi en ville sans voiture. Ouais. Où en fait, je me déplaçais en transport en commun. Donc, la voiture. Mais tu devais avoir un appartement. Pour recevoir, non. Non? Non, à l'époque, non. Bon, on s'en fout, mais toujours est-il que quand je te demandais alors t'en as pensé quoi, t'as dit mais en fait j'ai pas de point de comparaison. Est-ce que tu vois, on parlait de ce climat de violence où pendant que tu essaies de rencontrer donc tu découvres ta sexualité en dehors de ta communauté en fait, en dehors de ton environnement, tu vas chercher des gens très différents. Ah oui. On pourrait se dire que tu pourrais aussi coucher avec des gars de la ville d'à côté qui ont ton âge. Tu sais pourquoi tu vas vers des daddies? Pourquoi tu vas vers des papas? Alors,
Ça, c'est un truc que je sais pas pourquoi. Au début, je me disais que j'avais honte de draguer des jeunes parce que j'avais pas assez confiance en moi, peut-être, je pense, et j'avais peur du jugement et je préférais les daddies parce que je sais que les daddies, ils aiment bien les jeunes. Hein. Et j'avais un corps qui leur plaisait et puis voilà, je me suis dit, écoute, c'est l'expérience aussi, donc voilà, mais non, je faisais pas de jeûne. J'ai dû en faire un ou deux, mais pas plus, jusqu'à mes 19 ans. Ok. 16-19 ans, j'ai eu que des mecs de 35-40 ans. Ok. Ouais, peut-être un peu ce côté, je me sens en sécurité dans le regard qui me désire. Ça te parle? En fait, moi, quand quelqu'un me désire, ça me sécurise vachement. Ouais. Parfois, même tellement puissamment, parce que je manque de confiance en moi, ou j'ai manqué de confiance en moi, qu'en fait, du coup, ah, tu me désires, et en plus, tu me le dis, et puis, ah bah, go. Alors qu'en fait, peut-être moi, je le désire pas autant en échange. Ça te parle ou pas? Ouais, totalement, mais je sais pas, il y avait quelque chose quand du coup je faisais ces plans avec ces mecs quand même plus âgés que moi. Il y avait quelque chose de, comme tu dis, de rassurant, et puis j'avais quelque chose d'un petit peu plus mature. J'ai toujours aimé traîner avec des personnes un peu plus, pas forcément de mon âge, parce que je me retrouvais pas là-dedans. Et quand je voyais mes potes parler de sexe entre eux, parce que évidemment à cet âge-là on parle de ça, mais je me disais ils ont pas assez d'expérience, ils sont trop nuls, et j'ai appris grâce à ces personnes-là. Et maintenant je suis plutôt très bien grâce à eux, parce que quand je refais des plans avec des jeunes, j'en ai fait un il y a pas longtemps avec quelqu'un qui avait 4 ans de moins que moi, donc 24 ans, c'était hyper nul, parce que je sais pas. Après, c'est pas une généralité. Il y en a qui... T'as pas connecté et t'as trouvé que c'était cette jeunesse inexpérimentée qui peut-être était un problème dans votre lien, c'est ça? Avec ce plan présent. Mais plutôt une jeunesse qui n'a pas envie d'apprendre. Moi, je sais que quand j'ai commencé, au début, j'ai commencé timidement. Après, j'ai aimé. Et après, j'ai voulu apprendre de ce qu'ils m'apprenaient, eux. Et j'ai voulu faire comme eux et tirer parti de leur expérience pour être bien, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont trop dans la performance. Aujourd'hui, t'as 28 ans? J'ai 28 ans. Tu es toujours attiré par des hommes plus âgés? Un gars de 40, 48? Ou ton désir, il va à l'endroit d'un certain type de gens? Ça dépend. Moi, j'aime bien 35 ans, j'aime bien. Après, ça peut aller jusqu'à 40, mais après, ça dépend de la personne. Il y a des hommes de 50 ans qui sont... Moi, je continue à dire ça, je garde mon truc de gamin, mais il y a des gens qui sont des beaux papas quand même. Donc, non, voilà, moi, j'ai pas de... Ok. Non, moi, c'est un feeling, une expérience, et je sais pas, un fluide qui passe. Donc... Complètement. Comment est-ce que tu glisses vers des plans payants? Ouh là là, ça, c'est une histoire. Alors, du coup, j'étais dans le sud chez mon père, du coup, vers 7. Et mon père n'était pas là. Donc j'étais seul dans la maison. Et du coup, je vais sur Coco, comme d'habitude, et je marque mon âge et plein voiture. Et je faisais ça depuis une semaine, mais plein voiture normaux. Et après, un jour, je reçois un message, c'est combien? Et moi, je pensais en kilomètres, c'est combien de kilomètres, quoi. Et du coup, je lui ai dit, où t'habites? Il m'a dit, non, mais c'est combien en euros? Et du coup, moi, j'étais choqué, mais pour rigoler, je pensais qu'il rigolait. Et du coup, je lui ai dit, c'est 30 euros la pipe et 50 euros le tout. Et il m'a dit, ok, je peux venir, je te récupère. Et moi, je pensais toujours que c'était une blague. Je lui ai demandé une photo quand même pour voir si on se plaisait mutuellement. Et il est venu, il m'a amené dans une grande maison un peu bourge, parce que c'était un mec qui
quand un peu des riches partent en vacances, ils payent quelqu'un pour garder la maison. Enfin, Un concierge. Ouais, voilà. Et du coup, lui, c'était le concierge, il m'a fait venir directement là. Et on a fait ce qu'on avait à faire. C'était très bien d'ailleurs. Et après, en me ramenant, il m'a ramené comme prévu. Et il m'a payé. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Je suis pas une pute. Et je me suis dit, écoute, il me plaisait. J'ai pris du plaisir. Et il m'a payé en plus. Ok. Et ça s'est pas arrêté là parce que ce mec-là m'a recontacté. Et il a recontacté le propriétaire de cette maison-là, du coup, qui lui, à l'époque, trompait sa femme avec des hommes. Il m'a contacté, sauf que lui, il était un peu plus influent. Et du coup, j'ai fait plein de... Je sais pas comment appeler ça, j'ai honte de dire ça, mais j'ai fait plein de passes comme ça, mais souvent pas forcément sexuelles. Juste, je sais pas comment on dit le mot, je servais de faire valoir d'escorte, mais sans forcément du sexe. Des fois, on me demandait juste de l'affection, de regarder un film, de faire des papouilles. Et tu disais que cet homme de la maison était plus influent, ça veut dire que du coup, il a donné ton numéro à d'autres hommes? En fait, si tu veux, le mec le concierge qui gardait la maison, c'était un pote du propriétaire. Et du coup, comme les deux, ils savaient que lui, il trompait sa femme, il lui a dit, j'ai vu un petit jeune, je l'ai fait venir dans ta maison, il est pas très cher, machin, et du coup, il m'a recontacté. Et tu as dit qu'il était influent. Est-ce qu'il a transmis ton numéro de téléphone à d'autres gens? Enfin, pourquoi tu as précisé qu'il était influent? Influent parce qu'il avait de la thune. Ah, ok. Il avait de la thune et il connaissait, je sais pas dans quoi il travaillait, je lui ai pas demandé. Mais du coup, ça a généré plus de passes pour toi, plus de plans payés. Oui, parce que du coup, fois que il a goûté à ce que je faisais et tout ça, il en a parlé à son cercle d'amis. Ok, ça y est, c'est ça que j'avais pas compris. Comment et je vais t'inviter à rapprocher ton micro de ta bouche. Non, t'inquiète, si t'arrives à y penser. Comment est-ce que tu comprends ce mélange de je le fais et ça me va et je sens de la honte? Comment tu comprends? Parce que ça a duré 1 an et demi. Ouais. Comment tu comprends cette période? Sur le coup, j'ai pas compris. Encore une fois, j'étais jeune et moi, je voyais que je pouvais choisir les personnes avec qui je voulais faire des choses. Je découvrais des choses parce que, comme je dis, encore une fois, j'étais pas obligé de coucher. J'allais des fois dans des expositions. C'était intéressant. D'autres, des fois, nul. Mais et puis voilà, je servais de faire valoir. J'avais de l'argent. Tout ce que je demandais, c'est qu'on me ramène avant que mon père s'inquiète, qu'il se dise où je suis, quoi. Et puis voilà. Après, j'avais un peu de honte en me disant, je suis quand même une escorte, quoi. C'est pas vraiment ça que je veux faire de ma vie, mais je me suis dit, je suis jeune, je préfère faire ça que d'aller vendre de la drogue, quoi. Donc, après, j'ai arrêté de faire des prestations sexuelles. Je faisais juste de l'escorting. J'ai arrêté ça. Donc, pourquoi t'as arrêté le sexe? Parce que à partir du moment où on me présentait des hommes plus influents, quand je commençais à faire des caterings, des expos et tout ça, ils étaient de plus en plus vieux et moi ça me plaisait pas, quoi. Ça veut dire quoi, faire des caterings? Des caterings, c'est un petit peu des expositions, mais il y a des buffets, il y a des... Donc là, c'est des hommes influents qui te demandent de venir avec toi, qui te payent pour qu'ils ne soient pas seuls à cet événement. Oui. Moi, je comprends que toi, ça a aussi nourri ton cœur de curiosité, où en fait, t'as accès à de l'art, à des expositions auxquelles sinon peut-être tu serais pas allé. Oui, c'est ça. Donc, ça nourrit aussi ton envie de découvrir le monde. Et ça me rappelle vachement le témoignage de Robin sur le podcast, qui raconte justement ses années d'escorting et comment pour lui, c'était aussi une façon d'accéder à du savoir, de la culture et ou d'autres univers plus riches. Bien sûr. Parce qu'il est issu d'une famille
pauvre, je crois qu'il dit ce terme-là. Je mettrai en descriptif de cet épisode le titre c'est Robin, et je me rappelle plus du titre des épisodes si les gens veulent écouter. Et du coup, ces hommes qui veulent t'avoir à leurs bras, parce que tu dis t'es jeune, etc. Faire des caterings, ça veut dire aller à ces expos où il s'avère qu'il y a aussi du catering, c'est-à-dire il y a de la bouffe. Oui, donc voilà. tu manges, ou c'est toi qui dois servir aussi? Non, pas du tout. C'est comme un buffet libre, des petits canapés, D'accord. du champagne, des trucs comme ça. Et donc là, de plus en plus, ton numéro est filé à des gars qui sont très vieux, et toi, ça te met mal à l'aise? Non, mon numéro, il est pas filé à des vieux. C'est le deuxième que j'ai eu, pas le premier, le deuxième que j'ai eu, qui lui connaissait des gens. Et moi, je lui ai dit, passe pas mon numéro à tout le monde. Du coup, il passait par lui, comme c'était des collègues ou des connaissances. Tu t'es mis à dire non. Ah oui, j'ai dit non, je veux pas, non. Mais tu disais oui à l'escorting. Oui, Ok. oui. Et une fois, j'ai même dû mentir à mon père. Bon, là, j'avais 17 ans et demi, un truc comme ça. Je suis allé avec le dernier, qui était un peu plus vieux, à Paris, première fois. Ta première fois à Paris? Oui, Ok. première fois à Paris. Moi, j'ai pas eu le temps de trop visiter, mais... Et il devait faire je sais pas quoi, parce que moi, je suis resté dans l'hôtel. Mais après, il m'a amené à Louis Vuitton. Il m'a acheté une toute petite sacoche Louis Vuitton. Et il m'a quand même payé le week-end. Et moi, c'est là que j'ai compris, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je mérite pas ce sac Louis Vuitton. Et puis, je me suis dit, bon, qu'il m'amène à Paris, je veux bien, mais là, je suis en train de mentir à mon père. Je suis encore jeune. On sait pas ce qui peut m'arriver. Les dérives qu'il peut y avoir à côté, parce que dans les gens qui ont de l'argent, souvent il y a des dérives. Mais ouais, il avait à peu près 65 ans. Il était encore bien, mais 65 ans, habillé toujours classe, en costard, chemise. Mhm. D'une certaine classe sociale, enfin, il y avait certains codes que tu retrouvais? Ah ben des classes sociales, ils étaient tous très bien habillés, les femmes en robe de cocktail. Non, oui, il y avait du pognon, quoi. Et ils avaient des métiers, peut-être à 65 ans. J'avais pas le droit de parler. Moi, je parlais pas. Ok. Je parlais pas. Comment tu faisais quand on t'adressait la parole pour ne pas répondre? Il parlait pour moi. Et moi, je disais oui, merci, ou bien sûr, ou... Voilà, non, j'avais pas le droit de parler. J'étais trop jeune, moi, mais j'étais impressionné par ce milieu-là, et c'est pas du tout mon délire d'être bien habillé. J'étais stressé, je connais pas, donc non. Parce qu'à cette époque-là, t'as 16 ans. Non, Paris, j'avais 17 ans. T'avais 17, ok. Là, c'est un déclic pour toi, le week-end à Paris. Ouais. Le gars, il avait 65 ans et toi, t'en avais 17. Ouais. Déclic pour toi. Oui. Et tu décides d'arrêter. Oui, parce que j'ai vu le sac, j'ai vu les cadeaux, T'as dit à un moment donné, cette sacoche Louis Vuitton, je la mérite pas. Ça veut dire quoi, je la mérite pas? Mais je mérite pas une sacoche Louis Vuitton. On va pas me payer une sacoche Louis Vuitton parce que je sers de faire parloir ou... Et c'est même pas mon anniversaire. C'est un truc, même si t'es immensément riche ou quelque chose comme ça, on n'offre pas un truc qui coûte une blinde. Je sais pas, ça devait coûter 500 €, un truc comme ça. Sans occasion. Encore, ça aurait été mon anniversaire ou Noël, mais non, je veux pas. Chez nous, ça se fait pas, ça. Il y avait quelque chose d'humiliant. Toi, tu emploies souvent le terme de faire valoir, ouais. Ouais, non, c'était trop humiliant pour moi. C'était vraiment trop humiliant. Il fallait que je me respecte, que je respecte mes anciens, que je respecte moi-même. Et je me dis, si ma grand-mère, elle me voyait faire ça, elle l'aurait brûlé, le sac Louis Vuitton. Même si elle sait que ça vaut une blinde. Tu fais référence à tes anciens? Mes anciens gitans, oui. Tes anciens gitans ou portugais? Gitans, même portugais. Plus que tes parents directs ou que ton entourage direct? C'est vraiment la mémoire des anciens que tu convoques? Non, vraiment les anciens. Ma grand-mère. Ok. Parce que mon père, à la limite, il aurait dit on peut le revendre. Mais non, mes anciens, elle l'aurait mis à la poubelle. Elle aurait dit tu sors plus de la maison. Ouais. Dans ce cercle d'hommes riches, avoir à son bras un jeune homme
de 17 ans, ça raconte quoi? En fait, quand tu parles de faire valoir, c'est quoi la valeur que tu apportes à ces hommes riches dans un événement cocktail d'avoir un jeune homme à son bras? Je pourrais pas dire, mais c'est un peu comme... je me compare pas du tout à eux, mais c'est un peu comme Karl Lagerfeld et Baptiste Giabiconi à l'époque. Quand il a commencé, il allait là-bas à son bras... c'était sa muse. Bon, okay, ouais. La muse, c'est plus pour du mannequinat, mais oui, moi j'appelle ça un faire-valoir. Il se montre qu'il peut avoir des petits jeunes, que je sais pas qu'est-ce qui marche. Ça montre de la puissance, ça montre de la puissance, peut-être pour eux. Ouais, je suis capable d'avoir n'importe qui. Ouais. En fait, je te pose la question parce que je comprends vraiment pas. Enfin, je pense que j'ai zéro de ces codes-là. Et moi non plus. Et je découvre et tout. Et donc, c'est une vraie question. C'est pas genre, j'ai une idée en tête. C'est que je me dis, le fait que quand t'es vieux et que t'as beaucoup d'argent, t'aies envie de payer les services, c'est une chose. Mais le fait que t'aies envie d'avoir à ton bras quelqu'un de mutique, à ton cocktail, qui est lié à ton boulot, j'imagine. Enfin, quand t'es le vieil homme, ou bien non, c'était entre potes. Le cocktail, c'était une expo et c'était le vieux qui... Ah, oui, c'était lui qui choisissait. Moi, je connaissais personne. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il retrouvait de ses amis là-bas dans l'expo. Ah oui, bien sûr. Ok. Donc en fait, je montre à mes amis que j'ai tellement d'argent qu'il y a même un gamin que je peux payer. Sa nouvelle conquête, sa nouvelle proie. Parce que ses amis ne savaient pas que t'étais payé. Ah, bon, si, je pense. Ouais, du coup, c'est complètement débile. Quand tu es au bras de quelqu'un comme ça... que tu as 17 ans, je suis désolé, mais tu pars sur quelque chose de maximum 25 ans, quoi. Mais du coup, ma réflexion, c'est que donc c'est même pas une conquête, c'est même pas genre... Regardez, je suis vieux, mais j'ai une conquête, puisque tu sais que la conquête est payée. Du coup, je comprends pas ce qu'il gagne, ce monsieur. Est-ce qu'ils ils avaient de l'affection pour toi? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, ils étaient soigneux et qu'ils cherchaient vraiment juste de l'affection? Ah oui, non, par contre... ok. Vraiment très soigneux. J'étais vraiment zéro méchanceté. Il me disait pas tais-toi. Il me disait juste quand on nous parle, laisse-moi parler. Et voilà. Ok. Ah mais c'est des gens seuls en fait. Oui, c'est ça. C'est des gens seuls dans le désarroi. Ouais. Riches mais seuls. Qui veulent quelqu'un de sympa pour les accompagner. Parce que souvent dans ces endroits mondains, c'est toujours les mêmes conversations. Et du coup, il voulait un petit peu de fraîcheur de quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là et qui n'a pas les codes de ce monde-là. Et moi, je les avais pas du tout et je les ai toujours pas d'ailleurs. Mais moi, franchement, j'ai plein d'amour pour ton petit toi à 17 ans qui fait ça. Moi, je me vois trop le faire. En fait, tu vois, tu grandis dans un environnement avec tellement de violence et là, t'as tout frais payé, un voyage avec quelqu'un de sympa qui te violente pas, n'est-ce pas? Tu as été violenté pendant ces plans escorts, tu vois? Et où, en fait, t'as quand même des gens où tu te sens en sécurité et, bon, jusqu'au moment où ça devient humiliant et c'est bien plus nuancé que ça, mais moi, j'aurais pu le faire, je te comprends. C'est un peu une bouée de secours, quoi. Ça peut l'être et... Ça te parle ce que je dis ou ça correspond pas trop? Non, ça me parle. Ça peut être une bouée de secours et puis ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce qui se passait, quelles sont peut-être les dérives. Mais avec lui, en tout cas, celui qui m'a emmené à Paris, j'ai vu aucune dérive. Il n'y a pas eu de prestations sexuelles. Juste de la tendresse. Le soir, avant qu'il s'endorme, je devais me mettre dans ses bras. Voilà, il demandait juste ça. Et de dîner ensemble, évidemment. Mm-hmm. Mais c'est tout. Toujours dans le respect, par contre. Ouais, c'est-à-dire, tu avais le droit à ne pas consentir et il respectait l'absence de consentement? Oui. Et il comprenait l'âge, la différence d'âge. Donc, il voulait pas être trop glauque. Et puis surtout, j'étais mineur. Donc, il voulait respecter un peu les choses, même s'il était un peu borderline sur les bords. Mais non, il était très gentil. Ok. Toujours est-il que toi, tu dis stop. Ah oui. Toi, pendant ce temps-là, au sud de la France, dans l'Hérault, toi, tu continues à vivre toutes les violences que tu as racontées précédemment, dans l'épisode précédent. Bien sûr. Il y a eu notamment un moment clé, tu m'as dit, d'un plan avec l'histoire du parking. Oui. Je crois comprendre que ça a été un déclic pour toi. Oui.
Si j'ai bien retenu, ouais, tu veux raconter? À la sortie du bar. Ouais. Oui. Tu dis ça avec tellement un grand sourire, mon petit chat. Avec un sourire, mais parce Pourquoi? que c'est nerveux. Ok. Mais, Est-ce que tu as envie de raconter ou tu préfères qu'on passe? non, je veux bien le raconter. Ok. Non, oui, je parlais avec un mec sur Grindr, pour le coup, pendant plusieurs semaines. C'était obligatoirement pour du sexe, mais on se parlait, quoi. Histoire de trouver un créneau pour se voir. Il s'avère que on trouve un créneau pour se voir. Et dans le sud, je me rappelle plus quel bar, mais je le dirai pas, je pense. Comme tu veux. On y est allé, on s'est rencontrés là-bas, on boit un verre, on discute. Et la soirée se passe très bien. Et à un moment donné, on va pour sortir. Et du coup, on sort par derrière parce qu'il y a une entrée devant et une entrée qui donne directement sur le parking. Il y a deux choix, quoi. Bref. Et du coup, j'y vais et je vois qu'il me suit pas. Moi, je continue à marcher, il me suit pas. Et il regarde son téléphone et il me dit « Attends, j'arrive ». Je continue à marcher. Et là, je vois deux hommes qui arrivent en face de moi. Et du coup, je me dis « Il y a un problème ». Et le problème, c'est qu'il me regardait fixement. Et moi, je commence à flipper. Et là, du coup, je me retourne. Et je vois qu'il a plus son téléphone et qu'il reste sur place. Le mec en question, qui était derrière moi, qui m'accompagnait ce soir-là. Et du coup, il commence à m'insulter. Et je vois qu'il sort des lames de cutter. Mais pas des lames de cutter avec un vrai cutter, juste les lames. Un peu comme dans Peaky Blinders, là. Et là, je commence à flipper. Du coup, je cours vers mon supposé date. Il me bloque, les autres, ils arrivent. Sauf qu'il y avait une terrasse qui sort derrière le parking. Et du coup, les deux gérants et le gros serveur, ils voient ça. Heureusement qu'ils sont venus là parce qu'ils voulaient m'égorger. En gros, ce date que je parlais avec lui depuis quelques temps, il parlait avec moi, il m'envoyait des photos légèrement dénudées, mais sans trop en montrer. Et en fait, ils étaient juste là pour casser du PD. Et moi, ça m'a choqué, ça. Et heureusement qu'ils étaient là, ils m'ont fait rentrer. Le proprio. Le proprio et le serveur, le gros serveur qui était sur la terrasse, qui débarrassait les verres, ils les ont fait fuir. Et du coup, moi, je suis resté dans le bar. Ils m'ont donné 2-3 verres histoire que je me calme parce que j'étais pétrifié. Et après, l'un d'eux, c'est une fois que le bar était fermé, m'ont ramené chez moi. Ok. En voiture, quoi. Mais c'était compliqué. Et après ça, j'ai eu un petit peu du mal sur Grindr parce que il était vraiment, vraiment hyper gentil, ce mec. On parlait de tout et de rien et on savait qu'on allait juste se voir pour se pécho, mais ouais, c'est il ça. avait l'air hyper sympa, tellement crédible. Un artiste, un comédien. Mais en fait, il avait tout prévu. Et moi, je me dis, ouais, j'ai peur du coup depuis maintenant. Déjà, j'ai fait une pause sur Grindr, Tinder et tout ça, et Hornet aussi. Et après, j'ai recommencé, sauf que j'ai recommencé en prenant une bombe lacrymogène. Je crois que c'est plus ou moins interdit en France d'en avoir une, mais bon, c'est pas grave. Et je me trimballe toujours que maintenant, quand je fais des plans, un stylo avec moi. Je vais expliquer le stylo, parce que la bombe lacrymogène, ça peut marcher, mais après, des fois, quand t'es bloqué, si t'as un stylo dans la poche ou quelque part, vaut mieux lui planter dans les fesses un stylo plutôt qu'un couteau, parce que sinon, c'est toi qui va être en porte-à-faux, quoi, même si Devant la justice. Oui, devant la justice. Okay, d'accord. Et moi, je veux surtout pas poignarder quelqu'un, quoi. Jamais de la vie. Mais du coup, je me dis que si tu plantes un bic dans la cuisse, dans un endroit qui est pas mortel, hop, t'as le temps de sortir, tu lui mets un coup de bombe lacrymogène, et du coup, maintenant, j'ai repris confiance grâce à ça. J'ai jamais eu, Dieu merci, à l'utiliser encore, mais j'ai toujours ça. Et d'ailleurs, une fois que je suis sur place, quand je fais des plans, je préviens toujours la personne que j'ai une bombe lacrymo et un stylo sur moi. Voilà, parce que je veux pas qu'ils se sentent un peu agressés, parce que ça peut être pareil dans les deux sens, mais voilà. Il
J'ai juste comme ça une réaction un peu cutanée. Pourquoi on se casse pas, Stevie? Pourquoi est-ce que on prend pas nos clics et nos claques et on va s'installer genre mais tellement loin pour faire sa vie quoi, sans toutes ces galères? C'est quoi le... Après tout ce que j'ai vécu, tu veux dire? Ouais. Et est-ce que ça t'a déjà traversé la tête, pardon, de partir loin? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas partir? C'est quoi le prix que tu payes à mettre des kilomètres entre toi et cet endroit et ces endroits? Je suis parti une fois en Angleterre. J'ai quitté mon travail parce que j'en avais marre, justement, j'avais eu peur. J'avais fait un plan avec un mec qui était branché BDSM, un truc comme ça, et je connaissais pas. Je voulais essayer. Sexualité plus brutale. Plus brutale, c'est ça que tu veux dire? Avec un petit peu étranglement, attacher les poignets. Okay. Sauf que moi, je pensais que c'était quelque chose de doux. Sauf que j'ai pas du tout aimé parce que la personne, quand elle m'étranglait, je disais stop. Mais elle croyait que j'étais dans le personnage, donc elle serrait encore plus fort. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Et du coup, j'ai arrêté et il m'a ramené. Mais du coup, après ça, je me suis dit, je suis pas en sécurité. Et du coup, j'ai quitté mon boulot. J'ai pris juste un sac à dos et je suis parti en Angleterre. Ok. Comme je parle anglais parfaitement bien, je suis allé là-bas. Au bout de 3 jours, j'ai trouvé du boulot. Et je suis resté là-bas pendant quelques mois. Et en Angleterre, c'était tellement mieux. Mais après, je suis revenu en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui te ramène? Le prix des loyers à Londres. Ok. Et du coup... C'est vrai? Ah oui. Bah pourquoi ils sont quasiment tous en coloc, les jeunes. Ok. Pourquoi tu déménages pas à un endroit où les prix des loyers sont plus... Parce qu'il y a souvent que des villes universitaires, ou alors les villes où c'est pas trop cher, c'est que des grandes maisons. Il n'y a pas trop de studios, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en gros, pour moi, il y a quelque chose qui te rattache dans le sud de la France. Et j'ai envie de comprendre quoi, parce qu'en vrai, ce que tu me dis là, non. Si notre survie est en jeu et si ma capacité à vivre ma vie sans avoir une bombe lacrymo dans ma poche est en jeu, en fait, je vais trouver en Espagne, en Angleterre, je sais pas où, un endroit où je vais apprendre la langue et me faire un nid, tu vois. T'es d'accord que t'es intelligent et t'as toutes les compétences? Mais oui, mais pourquoi tu reviens? C'est pas envisageable. Et explique-moi pourquoi. Parce que je suis bloqué. Je suis bloqué. Déjà, pour l'Angleterre, mon père n'a jamais voulu que je parte. Je voulais faire l'université à Miami, il a jamais voulu. T'es bloqué par des raisons financières? Non, même pas. Pour faire des trucs, on peut faire des prix. On peut toujours se débrouiller. Qu'est-ce qui bloque alors? La famille, le blocage de la culpabilité qu'on peut te faire ressentir si tu veux partir 1 an quelque part pour te retrouver toi. Parce qu'au final, la vie, c'est pas que la famille, c'est aussi la tienne. C'est vachement puissant et intéressant parce que dans l'épisode 1, tu disais dans la culture gitane, ce que j'aime, c'est la puissance de la famille, c'est la valeur de la famille. Oui. Jusqu'au moment, et c'est bien entendu que tous, enfin moi je me retrouve vachement dans ce que tu dis, cette puissance de la famille, oui, jusqu'à ce qu'elle nous étouffe, quoi. Comment trouver la bonne distance? C'est ça. C'est que moi, je serai toujours présent pour la famille. Et je suis quelqu'un qui est comme ça, mais j'ai aussi une vie à faire. Par exemple, je devais faire le podcast avec toi de base à Paris. Et quand j'ai dit ça, mon entourage m'a dit « Mais tu vas pas monter à Paris, c'est pas possible, tout seul. » Enfin, plein de choses comme ça. Ah ouais? Oui. Ok, tu m'avais pas dit ça? Non. Ah, du coup, en fait, si j'étais pas venu, tu serais pas monté à Paris? Ça aurait été compliqué parce qu'à Paris, il faut beaucoup marcher avec mon genou. Ça aurait été compliqué. Oui, parce qu'on peut J'aurais pris un Uber, mais... On peut dire les coulisses que tu viens d'avoir une intervention au genou. Pardon. Non, mais t'inquiète. Ouais, mais je comprends. Oui, c'est ça. Ton entourage à qui tu dis ce que tu veux faire réduit tes possibles. Oui, c'est ça. Parce que eux ont peur. Ils ont peur et ils veulent que je... Parce que j'ai tellement de projets, de choses comme ça, qu'ils ont peur que je m'éloigne. Sauf que c'est le but de ma vie. Sortir du cocon. Donc voilà. Ok, je comprends. On termine là la partie 2. Ouais. Toi, ce dernier plan violent BDSM
au final, c'était pas tellement du BDSM, dans le sens où, quand c'est pas bien fait, on devrait pas appeler ça BDSM. Du BDSM bien fait, le consentement, il est ultra checké. Il y a des mots-clés que tu peux dire, genre cacahuète, un mot que tu dirais jamais, ce qui fait que, par exemple, dans un plan où justement tu joues un peu avec ce consentement, si tu dis non, 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 ça fait partie du jeu. Mais dès que tu dis cacahuète, cacahuète, c'est pas un mot qui peut te glisser hors de la bouche sans faire exprès. Oui, bien sûr. Et donc, pouf, on sait que c'est un arrêt total. Bon, là, il s'est avéré que c'était un plan dit BDSM, mais mal foutu. Oui. Le déclic, ça a été, ok, je fais une pause de tout ça. Tu vas raconter dans l'épisode suivant cette relation toxique. Ouais. Si tu as envie, hein. Et après, dans l'épisode suivant, on va parler du maintenant. Parce que tout ça nous amène au maintenant où, en fait, moi, je vois ta lumière. Stevie, je vois ton sourire, je vois ta lumière. Moi, j'ai décidé que ce podcast, tu as mis ton Instagram dans la description. On va te trouver de l'amour tout doux. Je le sens, je le sais. Moi, je pense que ce que tu convoques, ce qui émane de toi, va te ramener des choses magnifiques. Et je comprends mieux le podcast maintenant. Je comprends mieux pourquoi tu témoignes aussi comme une sortie du cocon. Et j'ai cette intuition. Mais donc, du coup, j'ai à cœur que dans l'épisode prochain, on fasse plus de place aussi à aujourd'hui, à maintenant, à tout ce chemin que tu prends. Mais du coup, tu m'amènes à... Tu fais une pause Grindr et autres apps. Comment tu rencontres cette dernière relation ? Par le biais de mon ex, qui était aussi son ex. C'était un triangle amoureux un peu. On n'en dit pas plus. Oui. Tu racontes au prochain épisode. Merci. Merci à toi. Ça va ? Oui, super. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, Ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends, on te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir.
Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.